On sort d'un mois de mai particulier également et on se demande si on n'est pas désormais trop haut en bourse. François Monnier vient nous rejoindre. Il vient combattre là-dessus les idées reçues. Combattre le consensus en quelque sorte. Bienvenue François, on est ravis de vous retrouver. Directeur de la rédaction d'Investir. Ouais, parce que ce mois de mai était étrange. D'habitude, il faut vendre au mois de mai. Le mois de mai est considéré comme un mauvais mois boursier, sell in May and go away, comme on dit. Mais pas cette année, c'était un super mois de mai. Et donc, certains se disent que les adages boursiers sont fiables, mais pas vous. Vous dites bullshit en fait. Vous foudroyez la confiance que certains gardent encore dans la saisonnalité des marchés. Déjà, qu'est-ce qui se passe là? Ce mois de mai était positif alors qu'on pensait que ce serait négatif comme d'habitude. Il a été positif. Du coup, juin, juillet seront peut-être positifs. On en est où là? On perd nos repères, François. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'on perd nos repères puisque d'habitude, le mois de mai est un mois négatif boursièrement. Et là, on a eu un CAC 40 qui a progressé de 2%. On a eu le Stoxx 600 qui a gagné 4%. On a observé aussi une hausse à Wall Street. Le S&P 500 a pris 6%, le Nasdaq 10%. Donc on peut se dire que le mois de mai, finalement, c'est un excellent mois et ça met à mal l'adage. Alors que statistiquement, on voit qu'il y a une vraie saisonnalité en bourse. Du moins, il y a deux saisons avec une tendance haussière qui va de octobre à avril et une tendance baissière, clairement, qui commence en mai et qui dure jusqu'en septembre. Pour vous donner un peu un ordre d'idée de l'ampleur de cette saisonnalité en bourse, eh bien, si vous avez acheté Guillaume à chaque fois début octobre... Qui est Christiane? Qui est Christiane? Christophe. Vous avez failli dire Christiane. Mais début octobre est vendu fin avril. Eh bien, si vous aviez fait ça depuis la création de l'indice, le CAC 40, depuis fin 87, eh bien, vous auriez généré un gain de 10% par an. Alors que si vous aviez eu pas de chance, Guillaume, et que vous aviez acheté François. à chaque fois lors de la mauvaise saison, c'est-à-dire début mai et jusqu'à fin septembre, eh bien, vous auriez perdu 3%. Alors, ce n'est pas tout à fait 3%, parce que généralement, statistiquement, durant cette période, vous avez les dividendes, à peu près 3%. Donc, concrètement, la mauvaise saison, vous êtes avec les dividendes neutres, et ça depuis la création de l'indice CAC 40 fin 87, alors que si vous aviez choisi la bonne saison, eh bien vous auriez généré un gain annuel moyen de 10%. Donc c'est très important de suivre ces saisonnalités, mais il est vrai que là, ça n'a pas du tout marché. Alors François, pourquoi justement on a cette saisonnalité entre le Halloween Effect en octobre et le Sell in May and Go Away en mai? D'abord, il faut voir que là, ça n'a pas marché parce qu'on a eu le phénomène qui est le phénomène Trump qui déstabilise un petit peu la saisonnalité avec je taxe plus, c'est l'escalade, après je rembobine le film. Donc ça brouille le message. Mais c'est vrai que statistiquement, on observe cette saisonnalité parce que l'être humain étant ce qu'il est, et lorsqu'un être humain qui investit en bourse, c'est quelqu'un qui a un biais extrêmement positif. Et ce biais positif se traduit dans le fait qu'à partir du mois d'octobre, eh bien, on se projette sur l'année suivante. Et le biais est que lorsque vous faites vos prévisions pour l'année suivante, vous avez un biais positif, ou lorsque d'abord vous avez discuté avec des chefs d'entreprise, chaque chef d'entreprise, lorsqu'il vous présente un plan stratégique, il est forcément haussier, eh bien, les analystes financiers ont tendance à afficher de la croissance et probablement souvent une croissance plus importante que prévu. Et patatras, lorsqu'on se confronte à la réalité avec le début de la saison des résultats du premier trimestre, voire les résultats du deuxième trimestre, eh bien, il s'avère que là, on observe plutôt des ajustements et des ajustements baissiers. Et ça, cette saisonnalité était d'autant plus forte dans le passé. Elle devient de moins en moins forte parce que les analystes s'améliorent dans leurs prévisions, mais on observe toujours cette saisonnalité parce qu'il y a ce sentiment que quand on s'intéresse à la bourse, on s'intéresse à la finance, on a naturellement un biais positif parce que les marchés, d'abord, sont naturellement haussiers. Parce que si on regarde la performance du CAC 40, il s'était créé fin 87, ça valait 1000 points. Là, on essaie de tutoyer les 8000 points, donc ça montre l'ampleur de la hausse. Ben oui, la preuve par la perf, en quelque sorte, et la perf des marchés plaide effectivement pour l'optimisme. Ceci dit, c'est bien parce que quand on revient de vacances l'été en septembre, on se projette quand on est investisseur en bourse déjà sur la fin de l'année, Noël, Thanksgiving, on en parle quasiment dès mi-septembre de Thanksgiving. Ensuite, quand on arrive début d'année, on pense déjà au mois de mai, Sell in May, on commence à en parler dès janvier, là, voilà, le pont de mai, puis après, c'est là, on est déjà dans l'été, enfin, c'est formidable, on voit toujours la lumière au bout du tunnel quand on investit en bourse, quoi. Exactement. Il y a quelque chose de ça. Ceci dit, vous disiez la saisonnalité fonctionne de moins en moins parce que les analystes arrivent à de mieux en mieux anticiper les performances de marché. Du coup, voilà, la saisonnalité s'en trouve contrariée. Est-ce qu'avec l'IA, ça ne va pas encore plus s'aggraver, ça ?
Je ne pense pas. D'abord, l'IA fait que de répliquer les performances humaines, donc ne crée pas de saisonnalité. Mais c'est important pour... Mais elle permettra d'améliorer encore plus les anticipations peut-être, du coup de contrarier le marché. Enfin, je sais pas, c'est difficile de savoir par quel bout prendre le truc. L'IA nous permet d'avoir un meilleur rétroviseur, donc mieux analyser le passé, avoir des meilleures synthèses. Mais pour l'instant, on n'a pas d'IA qui nous permette d'améliorer nos projections. Même si c'est important de bien analyser le passé pour prévoir l'avenir. Mais le vrai sujet, c'est d'aller de se dire quel temps il va faire demain. Et ça, on n'a pas encore cette prévision financière. Peut-être qu'on va le découvrir, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Mais c'est très important aujourd'hui de quand même d'intégrer cette saisonnalité dans la gestion des portefeuilles parce qu'on a, notamment avec les néobanques, de plus en plus la proposition de faire de l'investissement programmé. Et lorsque vous faites de l'investissement programmé, eh bien, autant démarrer cet investissement avec une récurrence en début d'une saison haussière qu'au début d'une saison baissière. Donc, autrement dit, si vous faites de l'investissement programmé, et c'est ce qu'il faut recommander à tous les épargnants, parce que ça permet de réduire la volatilité de portefeuille, et pas de se dire est-ce que j'achète quand c'est trop haut ou trop bas. Mais là, il faut se dire que quand on fait l'investissement programmé, allez-y fin septembre, début octobre, et évitez fin avril, avril c'est le meilleur mois de l'année. Faites pas en tout cas d'investissement programmé fin avril, début mai. Il faut vraiment privilégier l'automne pour acter cet investissement programmé qu'on peut mettre, bien sûr, chaque année. Mais ce qui sera passionnant aussi, c'est de savoir, vous faisiez la comparaison entre l'IA. L'IA sera-t-elle capable de prédire les marchés comme la météo permet de prévoir le temps qu'il fera même quand la météo prévoit très bien le temps, ça n'empêche pas le temps d'advenir. Ça n'empêche pas la météo qu'on prévoit de se réaliser. En revanche, si l'IA parvient à anticiper au millimètre près les mouvements de marché, est-ce que du coup, ça va les contrarier et empêcher le scénario que l'IA avait elle-même anticipé? Enfin, là, c'est autre chose, quoi. Oui, on peut. Ça fait un raisonnement un peu de science-fiction, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même énormément de facteurs exogènes. Donc concrètement, la sortie par exemple, statistiquement, on pouvait se dire Elon Musk va se fâcher avec Trump à un moment donné. Ils ont des caractères extravertis et ça va être difficile qu'ils arrivent à s'entendre durant tout le mandat. Ça, c'est quelque chose qu'on pouvait présager. Ce qui est difficile, c'est le moment où il y avoir la rupture. Et pour un investisseur, ce qui est intéressant, c'est la date de la rupture. Le timing est extrêmement important. Là, on parle de... Et pour les couples mariés qui nous écoutent, là, pourtant, on n'est pas de savoir quand aura lieu... Enfin, s'il y aura rupture, mais quand? Non, je plaisante, mais... Je ne sais pas si l'IA peut vous aider dans votre couple. Oui, François, vous conseillez, selon la saisonnalité, là, d'être en vacances en ce moment, parce qu'on est en juin. Donc la saisonnalité, c'était de mai à octobre, le cycle plutôt où on ne fait pas grand-chose. Là, sur cet été, qu'est-ce que vous conseillez? Parce que certains s'attendent à un été quand même mouvementé sur les marchés. Oui, on s'attend plutôt à ce qu'il y ait une tendance un peu baissière, avec notamment des prises de bénéfices, parce que le rebond a été comme considérable et donc il ne faut pas non plus se dire qu'il ne s'est rien passé. Et donc les résultats du deuxième trimestre qui vont sortir à partir de mi-juillet jusqu'à début août, il faut les suivre avec grande attention et c'est là qu'on fait des arbitrages dans le portefeuille. C'est pas parce que la tendance est neutre, voire légèrement négative, qu'il ne faut pas se dire je sors des marchés, je ne regarde pas et je ferai le point début octobre. Non, il y aura des vrais... et je pense qu'il ne faut pas du tout partir en vacances la dernière semaine de juillet, qui est la semaine la plus chargée de l'année, parce que pour le coup, tous les patrons veulent partir en vacances et se mettent à publier massivement leurs résultats semestriels avant de partir. Donc les journalistes et les investisseurs et les analystes, il ne faut surtout pas qu'ils partent en vacances. En tout cas, nous, chez Investir, on fait revenir tout le monde, tous les journalistes, et tout le monde est sur le pont fin juillet. Dans le dernier jeudi, surtout. Absolument, avec une tendance où on le voit, les conseils d'administration se tenant le mardi ou le mercredi, les annonces sont concentrées sur le jeudi et le vendredi, qui sont les deux journées les plus importantes, d'autant que le vendredi, on a beaucoup de stats américaines. Donc le jeudi, là aussi, il y a une saisonnalité dans la semaine, où on a généralement un lundi qui est extrêmement calme, et mercredi, jeudi, des déclarations des banques centrales, des statistiques américaines et des résultats jeudi et vendredi. Donc on a une montée en puissance aussi dans la semaine.